Hello à tous. Moi je suis comme d'habitude ravie de reprendre le micro et de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Je suis avec Sonia Bellouti. Salut Sonia. Salut. Bonjour à tous. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast parce que moi je t'ai découvert très récemment. Et je vais revenir dessus juste après. Sonia, pour te présenter, puis pour qu'on rentre quand même dans le vif du sujet, parce qu'on a plein de choses à se raconter. En tout cas, tu as plein de choses à nous raconter. Sonia, tu es une femme auteure. Tu as écrit le livre Les tétons flingueurs, le cancer, ça change la vie. Tu as aussi été responsable de l'espace de soins et de bien-être Velleda à Paris. Tu es une passionnée de feng shui, de géobiologie, de massage holistique et tu es hôte du podcast Sorcière en herbe. Bien évidemment, vous allez l'entendre, je n'ai évoqué qu'une partie du parcours de Sonia. Mais tout de suite, tu vois, j'ai envie de te poser la question. Quand je présente tes activités comme ça a l'air très lié, tout a l'air très lié, ça a l'air fluide, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que c'est plutôt, en fait, t'es plutôt un profil atypique et en fait, c'est toi qui as été chercher, tu vois, certaines activités? Parle-nous un petit peu de tout ça. Est-ce que ça a toujours été clair, fluide ou au contraire, tu as toujours été dans cette démarche active? Alors oui et non. Réponse normande. C'est vrai. Je suis allée à chaque fois chercher des nouvelles choses. Elles ont été parfois liées et parfois complètement dissociées. Dans les structures classiques, il est compliqué d'être entièrement soi et entièrement épanoui. Donc on a souvent besoin de hiérarchiser, au moins dans sa tête, voire dans sa société et dans son entreprise, ce qui est son activité principale et ses hobbies. Et pendant très longtemps, moi j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps. En fait, je m'en rends compte maintenant quand je fais un projecteur arrière sur ma vie, j'ai toujours eu à avoir plusieurs activités pour me sentir bien. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'auparavant, je hiérarchisais tout. Donc, où j'avais un job alimentaire qui me permettait, je disais clairement, c'est un job alimentaire qui me permet de réaliser mes passions. Et là, je parle en particulier ma période de chanteuse, donc où j'étais dans la musique, je faisais du chant, j'écrivais mes chansons, je les composais aussi. Et donc, j'avais un job pour payer le loyer, mes repas, et que j'appelais alimentaire. Job alimentaire. Mais qui finalement m'épanouissait aussi parce que je me donnais à 100%. Quand j'étais dans mon entreprise, je travaillais à 100%. J'ai gravi des échelons. Ça ne m'a pas empêché, en fait. Mais pour les autres, il fallait hiérarchiser. Et l'inverse, quand mon job était important, j'avais beaucoup de responsabilités, je suis devenue manager, j'avais un job, donc je me définissais avec ce job et à côté des hobbies. Donc il n'y avait jamais quelque chose qui était vraiment au même niveau dans ma tête et vis-à-vis des autres. Et ça, il a fallu le construire petit à petit, en fait, avec le temps, et se dire, ben non, en fait, je suis une multipotentielle, mais ça, ce sont des concepts que je viens de découvrir très récemment, et que j'ai un parcours atypique, ça fait partie de ma personnalité, et que je n'ai absolument pas besoin de hiérarchiser. C'est pas parce que une activité est rémunératrice qu'elle est plus importante que l'activité qui m'apporte pas d'argent. Et inversement. Et réciproquement, je dirais aussi. Ça, c'est important pour moi maintenant, aujourd'hui, de me dire, moi, j'ai besoin de beaucoup de side projects. Ça aussi, c'est un nouveau concept que j'ai découvert. En fait, j'ai toujours eu un side project toute ma vie. Sauf que je n'avais pas un mot aussi beau et aussi hype à mettre dessus. Donc j'appelais ça, oui, boulot alimentaire, activité, hobby, et ainsi de suite, pour finalement me justifier vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'entreprise aussi. On m'a déjà reproché en entreprise
tu es sûr que tu es épanoui, que tu es vraiment bien dans ce job parce que j'ai appris que tu faisais ci et ça par ailleurs. Ah, c'est fou, en fait. Si ça correspond pas à l'entreprise, en gros, tu rentres pas dans toutes les cases. Et là, gros silence de ma part, j'étais là. Enfin, ça m'a semblé lunaire pour moi, alors que c'était tellement évident pour la personne qui était en face. Et je peux même pas le lui reprocher. J'ai compris sa démarche et son intention en me disant ça. Sa peur aussi, que je sois pas à 100% dans mon job. Et le seul exemple qui m'est venu, je lui ai dit, mais si je me préparais à un marathon, on m'aurait demandé de choisir mon job plutôt que le marathon que j'allais courir. Je pense pas. Donc si j'écris à côté, si je suis chroniqueuse ou si je m'épanouis de cette manière, où est le problème? Quand je suis là, je suis à 100%, mais quand j'écris mes chroniques aussi, il n'y a aucun souci. Mais je crois aussi qu'à une certaine époque, les profils atypiques, ce que tu vis, je l'ai vécu. Moi, pendant des années, on m'a dit... avec ton profil atypique, en fait, tu réussiras pas. Tu rentres pas dans les cases. T'es une rebelle, toi. Un de mes boss à l'époque m'avait dit, toi, on peut pas te dompter. J'avais dit, dégage, je suis pas une jument. Merci pour l'allusion. Mais voilà, lui, c'était comme ça qu'il me voyait. Il m'a dit, en fait, c'est pas possible. Et je lui dis, mais en fait, je peux être aussi plein de choses à côté. Et faire aussi mon taf dans l'entreprise. Et c'est vrai que les profils atypiques pendant... je crois que, sincèrement, je crois que c'est très récent, je dirais moins de 10 ans, on commence enfin à oser dire que ces profils atypiques sont aussi et très souvent des multipotentiels, des vrais couteaux suisses, et qu'en fait, ça peut être aussi des vraies forces dans une entreprise. Alors qu'on nous a montré du doigt pendant des années, et moi je l'ai hyper mal vécu pendant des années, je me suis dit, en fait, je suis vraiment je suis une bille. En fait, je suis pas faite pour travailler en entreprise. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, t'es peut-être faite pour être entrepreneur. Et alors là, ils ont mis des mots, tu sais, multipotentiel, couteau suisse. Moi, j'aime bien ce mot. Entrepreneur, j'étais comme ça, mais ah bon, mais vous êtes sûr? Alors que voilà, pendant des années, on te montre du doigt. Et finalement, heureusement qu'il y a aussi toutes ces recherches, qu'elles soient psychologiques ou pas, mais qu'on avance en fait dans cette direction, parce qu'enfin aujourd'hui on met des mots, et je dis pas que j'en avais besoin ou tu vois, je sais pas si toi tu en avais besoin, mais au moins on a des explications et on change un peu de regard, tu vois. C'est ça nous réconcilie avec ce qu'on est. Ouais. Et on se comprend mieux parce que, alors, d'abord, je tiens à te dire, Laura, tu as résumé toute ma vie professionnelle. J'avais l'impression de m'entendre. Génial. Avec sans doute un décalage parce que je suis un peu plus senior que toi. Il y a peut-être un décalage d'une dizaine d'années, j'en sais rien, mais il y a peut-être un décalage d'une dizaine d'années ou peut-être plus. Hein. Je veux pas non plus te vieillir. C'est oups. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et il y avait cette image de moi, c'était comme si je faisais des contorsions pour rentrer dans un moule. Et j'avais mal aux articulations en permanence. Je me sentais pas à ma place. Et on me renvoyait. On me l'a aussi dit, tu es rebelle, on peut pas te dompter. Je sais pas quoi faire de toi. Et bien sûr, ça c'était dans les meilleures des situations, dans les pires. Je tombais sur des personnes pervers narcissiques et qui ont essayé de me dompter de manière perverse. Et ça m'a fait extrêmement mal. À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai changé de cadre régulièrement et à chaque fois, les mêmes situations se reproduisaient. Bien sûr, je me suis autoflagellée en me disant, c'est ta faute, tu reproduis les mêmes schémas. Le truc. Donc, je me suis autoflagellée. Puis, à un moment charnière, c'était en 2005, je m'en souviens, je me suis dit, en fait, Sonia, il faut que tu sortes du cadre. Puisque j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de chef, j'ai changé de service, et c'était toujours la même chose. Donc, le cadre entreprise ne me convenait plus. Il fallait changer de cadre. Sortir du cadre pour en changer. Et c'est là que j'ai eu, pour la première fois de ma vie, l'idée d'être à mon compte. Et je me suis donc reconvertie dans le soin. Alors, je suis sortie du commercial, du marketing, les trucs très classiques,
pour me reconvertir dans le soin. Et c'est là que je suis devenue consultante bien-être, ouais. En associant le feng shui, qui est le bien-être dans le lieu de vie, au bien-être corporel par les massages holistiques. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir bien, parce que non seulement je faisais quelque chose qui me plaisait, mais je le faisais comme je voulais et quand je voulais. Je décidais de mes horaires, je décidais de ce que je pouvais faire de mes journées, de mes soirées, de mes week-ends, et je respectais entièrement mes envies et mon rythme biologique. Le matin, je le consacrais à moi. L'après-midi, je le consacrais à mon job. Les soirées, à faire du networking. Et j'avais en fait besoin de tout ça. Et dans le cadre d'une entreprise, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas travailler à l'heure où ma créativité était au top, parce que c'était déjà l'heure à laquelle il fallait fermer son ordinateur et rentrer à la maison. Moi, je suis au top entre 15h et 20h. Au niveau créativité. Le matin, c'est la matinée, c'est les affaires courantes. C'est lire mes mails, c'est répondre éventuellement à des mails quand ce sont des mails simples. Et quand j'étais entrepreneur, le matin, c'était mon sport, mon petit-déj super healthy, c'était écouter de la musique, chanter, enfin, c'était moi. Voilà, je m'occupais de moi, et ensuite l'après-midi, j'allais à mes activités ou mes rapports de feng shui, enfin tout ce qui demandait de la réflexion et de la créativité. Et les jours où j'avais pas envie, je faisais rien. Et ça, c'était bien aussi. Regarder le plafond, laisser décanter. La liberté. Laisser décanter, c'est quel bon moyen pour être encore plus créatif. Créatif n'est pas productif. Ça va pas forcément ensemble. Et à force de produire, on fait beaucoup de bruit extérieur qui nous empêche d'entendre les bruits intérieurs et qui ont tellement de choses à nous dire. Alors, je gagnais pas beaucoup d'argent. Tous les mois, c'était compliqué parce que je ne savais pas si j'allais les boucler. J'élevais mon fils toute seule. Donc, c'était compliqué financièrement. Mais c'est tellement épanouissant humainement, personnellement et humainement, parce que j'avais la possibilité d'aller à la rencontre de gens nouveaux, puisque je pouvais faire tout ce que je voulais à n'importe quelle heure. Donc j'avais pas cette contrainte de ah ben non, j'ai une réunion, je peux pas y aller. Ah ben non, je peux pas me libérer 2 heures, c'est pas possible dans l'après-midi. Ah ben non, je suis trop crevée là à la fin de la journée pour rejoindre telle réunion de networking ou tel événement. Non, j'arrivais à tout concilier. Et là, c'était extrêmement enrichissant à tous les niveaux. Top. Je me reconnais. Moi aussi, il y a des trucs que j'ai vécu, et tu vois, ça me fait penser à quand tu parles de tes rituels du matin. Moi, pendant des années, quand je bossais, on me disait il faut que tu sois. J'ai décroché un boulot de responsable commercial. Alors moi, je suis foncièrement dans mon cœur une commerçante, mais je ne suis pas une commerciale. Il y a une énorme différence. Moi, j'aime le contact direct, j'aime te parler de mes produits, j'aime te raconter la dernière recette que j'ai expérimentée. J'ai toujours travaillé avec des producteurs. Et là, on me demandait à 7h du matin jusqu'à 11h à peu près de vendre. Mais il me fallait que je vende au téléphone. Et en plus, c'était du business, c'était du B2B. Donc, je devais appeler en négociant. Écoute, tu m'en prends 50 kilos de plus cette semaine. Et puis le mec me disait, mais t'es bien mignonne. Tu vois, je bossais dans les huîtres à une certaine époque, et on me disait, c'est beau les huîtres. Ouais, mais je suis passionnée par le produit. Mais par le produit en vente directe à un consommateur, oui, parce que je vais lui raconter une histoire. Et là, en gros, je disais au mec, prends-moi 50 kilos. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je foute avec 50 kilos de plus d'huîtres? Il avait raison, le mec. Mais moi, mon patron me disait, il faut que tu vendes tant. Refourgue-lui. Et en fait, c'est 58. Exactement. Ah non, 50 kilos. 50 kilos. Pardon. Et 58, c'est ce que je mange en un week-end de Noël. Et tu sais, dans ma tête, je crois que dès les premiers jours, je me suis dit, en fait, c'est juste pas possible. J'ai tenu 3 ans. Bon, je pétais un câble avec un très belle performance. Ouais, 2 ans et demi ou 3 ans, je crois. J'ai carrément fait un burn-out en vacances parce que j'ai oublié de rentrer de vacances. Moi, j'étais au Cap-Vert et ma mère m'a dit, tu es où?
Et je lui dis, moi, je suis sur la plage. Elle me dit, mais la plage, laquelle? Toujours au Cap-Vert. Et puis, tu sais, pendant un quart d'heure, j'entends plus parler de ma mère. Et ma mère, un quart d'heure après, reprend son téléphone, me renvoie un petit SMS en me disant, je suis très embêtée. J'ai tes papiers de vol sous les yeux. Tu es censée être en France. J'avais oublié de rentrer. En fait, quand je suis arrivée au Cap-Vert, je pense que mon cerveau était programmé en disant « tu rentreras tel jour ». Il avait juste pas compris que j'aurais dû rentrer le jour d'avant. Et donc, je m'en suis toujours souvenue. Et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit « ok, en fait, je vais à l'encontre de mon chemin de vie. Je suis pas faite pour être commerciale, donc je change. » Donc effectivement, parfois, la vie te renvoie des signes et parfois peut-être un peu des bons uppercuts, tu sais, mais il faut savoir aussi les écouter. Tu me confiais tout à l'heure que tu étais aujourd'hui en reconversion. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à changer ou en tout cas à réadapter un petit peu ce chemin de vie? Finalement, je dirais que j'ai toujours été en reconversion, puisque je suis touche à tout. Quelque part, c'est pas nouveau. Et en même temps, j'ai l'impression que d'expérience en expérience, de reconversion en reconversion, j'affinais ce que je veux être et ce que je veux faire. Tout ce cheminement, ça prend énormément de temps et rien n'est perdu dans rien, absolument rien. C'est comme si, au fur et à mesure de ces expériences, j'accumulais des pièces d'un puzzle. Et qu'au début, c'est des pièces vraiment... Alors, éparses. Elles sont énormes. C'est un gros puzzle. Hein. C'est le truc à 1000 pièces, les toutes petites, parfois, les toutes petites pièces, là où on a du mal à voir même ce qui est dessiné dessus. Mais en fait, je les accumule et quand on ouvre une boîte de puzzle, il y a sur la boîte le dessin final, mais imaginons une boîte de puzzle où il n'y a même pas de dessin final, ou juste des parties, celles qui nous identifient, sans plus. On sait qui on est à peu près au début. Son nom, son prénom, les langues que nous parlons, d'où on vient et la formation ou les formations qu'on a faites. Ça donne des petites parties de puzzle qui donnent quelques indications, mais sans plus. Et toutes les expériences, c'est autant de pièces que j'ai accumulées et qui, à un moment, il y a des moments magiques comme ça dans la vie où on les voit s'imbriquer toutes seules. Et ça forme un petit peu plus le tableau final, mais on n'est toujours pas face au tableau final. Et en fait, quelque chose me dit, avec l'expérience, l'âge, le temps, la sagesse, j'espère, que ce puzzle est en train de se former et j'affine. Et j'ai pu affiner ce parcours en écoutant à chaque fois mes envies. Je dis toujours, je navigue à la passion et j'avance à l'envie. C'est un peu mon leitmotiv. Même si parfois il faut rentrer dans un cadre à un moment donné, le cadre est important. Rentrer dans le cadre d'une entreprise ou rentrer dans une activité précise parce que les circonstances le demandent, parce que c'est important aussi d'avoir, en plus de l'expérience, de l'expertise, ce qui sont deux choses complètement différentes. Mais tout ça, c'est en train de se former. Donc oui, je suis dans ma énième reconversion, mais tout ce que j'ai fait avant me mène vers quelque chose qui est de plus en plus évident et de plus en plus affiné. Je dis pas que je vais pas encore changer. Hein. Peut-être que dans 10 ans, je ferai encore autre chose. Mais là, je suis consciente de ce que j'ai envie de faire. À ce moment de ta vie. Et comme je te le disais tout à l'heure en off, je connais mon objectif. Je ne connais pas encore tous les chemins pour y aller. Et ça, c'est toutes les rencontres, toutes les réflexions, les réponses aux questions parfois stupides des autres, qui me paraissent stupides, mais en fait, en essayant de répondre, on se dit je creuse, et c'est tant mieux. Et donc, énième reconversion, j'aurais pu retourner vers le soin, comme je le faisais il y a une dizaine d'années, le soin holistique, mais non, en fait, j'ai compris, grâce à un vrai travail d'ikigai,
que le soin en fait était une excuse, mais c'était pas la finalité. En fait, j'aime transmettre. Et finalement, j'ai commencé à transmettre il y a très longtemps, parce que quand on monte sur scène pour chanter, on transmet déjà. Carrément. D'autant plus que j'écrivais mes chansons à l'époque, donc je transmettais d'autant plus. Et j'aime transmettre, et quelqu'un de très cher m'a dit, il y a un an, quand je me cherchais et que j'étais dans le flou total, ou que je me posais la question, qu'est-ce que tu veux? Et j'avais qu'un écho qui me disait, tu veux, sans réponse. Aucune imagination, aucune idée. Je savais que j'étais plus à ma place, mais je ne savais pas où était ma prochaine. Et ce laps de temps a duré à peu près 1 an et demi, par des questionnements, mais à n'en plus finir. Et là, j'ai mis à profit ce temps. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait mon Ikigai en janvier 2020. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a eu? Confinement. Ouais. Et le confinement, arrêt total d'activité, j'étais chez moi. Ça m'a permis beaucoup de réfléchir, et surtout à faire du coaching. J'avais tout mon temps pour ça. Et donc, j'avais un coach en Zoom, et on y allait. Pendant 3 mois, j'ai été coachée. Ça m'a beaucoup aidée, mais ça m'a pas donné de réponse pour autant. J'étais même effondrée. Et là, je tiens à le dire, on peut être effondré, on peut être au fond du puits, ne pas voir la lumière, se dire c'est fini. Je pleurais sur mon sort, mais littéralement, j'ai pleuré sur mon sort en me disant, mais à ton âge, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas recommencer ta vie, c'est bon, t'es fatiguée. Avec tout ce que t'as fait. J'ai plus envie de recommencer et faire mes preuves de nouveau. Enfin bon, j'étais à râler pâquerette. Et la coach qui me disait, mais non, c'est une question de temps, ça va venir, vous êtes tellement plein de ressources et tout, vous n'imaginez pas. Et moi, je voyais pas, j'étais juste là, mais non, je suis plus plein de ressources, c'est fini, j'en peux plus. Et finalement, on rebondit. Ouais. Je dis souvent, j'ai l'âme d'un ballon. Je rebondis, bim, bim, bang, bang. Souvent, dans la vie, on rebondit. On a tous l'âme d'un ballon, je pense. Plus ou moins, on en est plus ou moins conscient, mais oui, on rebondit. On rebondit. En fait, il m'a fallu énormément de temps pour d'abord comprendre que j'étais plus à ma place, faire table rase. Alors, pas de tout ce que j'ai appris, réfléchir de zéro. Qu'est-ce que je veux vraiment sur la aujourd'hui? base de ce que je connais, mais réfléchir, voilà, pas avec les éléments que j'ai en ce moment, c'est se dire, voilà, on efface tout. Si je devais tout refaire, si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? L'ikigai m'a beaucoup aidée. Alors l'ikigai, c'est étonnant parce que quand j'ai reconstruit mes cercles et j'ai trouvé le milieu, j'étais une gamine de 4 ans. Génial. Je sautais de joie, mais vraiment, quand mon tour est arrivé pour exposer mon résultat, j'étais là. Alors, ça sent, je sais pas si ça s'entend, vous le voyez pas, mais c'est... Elle a un smile. Auditeur, auditrice, mais c'est le grand smile. La gamine devant un jouet. J'avais découvert le super jouet, j'étais là, waouh, oui, mais c'est ça. Alors, grosse phase d'euphorie, suivie de grosse phase de, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais y arriver? Il y avait, en gros, c'était clair. Il fallait que je transmette et que je gagne ma vie en transmettant. Je suis pas conférencière. J'ai pas écrit 10 livres. Pas encore. Pas encore. Mais à l'époque, je ne suis pas conférencière. Je n'ai pas écrit 10 livres pour être mondialement connue. Je suis mondialement inconnue. Qu'est-ce que je fais? Comment j'y ai arrivé? Parce que l'ikigai, c'est bien beau, mais il faut gagner sa vie avec ça. Bien sûr. Ou alors décider que c'est un side project qui nous permette d'être épanouis en plus d'un job. Et moi, bien sûr, j'étais là. Non, je vais écrire des en livres, vivre financièrement. Conférencière, ça prend beaucoup de temps et c'est difficile de concilier un travail à plein temps avec toutes les contraintes qu'on connaît et un side project aussi conséquent. Et il a fallu quand même beaucoup de temps. Alors, j'ai eu plein d'idées euphorisantes sur le moment qui faisaient plouf et qui retombaient comme un soufflet sorti du four trop tôt. Et ça retombait. Et
Et à un moment, il y avait qu'un truc qui était comme une ligne directrice, il fallait que je reste dans les plantes. Et en partant de mon entreprise, j'étais partie avec une inscription à la fac. Je retournais à la fac pour avoir un diplôme de phytoaromathérapie. C'est tout ce que je connaissais de manière naturelle. Je trouve pas le mot naturel, ou mon expérience propre, ou ce que j'ai appris aussi dans mon ancienne entreprise, qui est quand même une entreprise qui valorise les plantes. D'accord. Donc j'étais baignée dedans sans que ça soit non plus une expertise de la plante. Je ne travaillais pas non plus dans le labo. Donc, mais bon, toutes ces connaissances qui m'ont finalement toujours un peu portée, les plantes m'ont toujours un peu portée, et le soin à l'autre, mais tout en ne voulant pas soigner. Je ne me voyais pas ouvrir un cabinet. Je me voyais pas ouvrir un cabinet et recevoir les gens, et leur faire une ordonnance de phytothérapeute. De toute façon, est-ce qu'ils sont prêts à payer 70 € une consultation alors qu'ils ont toutes les informations sur Internet en pensant qu'avec ça, ils savaient tout? C'est ça le problème aujourd'hui aussi. Avec Wikipédia, on sait tout, mais on sait rien en fait. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un paye-moi pour que je te dise ce qu'il y a sur Wikipédia, parce que en fait sur Wikipédia tu sais pas tout, tu risques de faire des erreurs, et bon voilà. Et je me voyais pas courir après le client non plus. Et là je me suis dit, bon, fais les choses à l'envers. Enfin, ce que je considérais être à l'envers, mais en fait non, c'est pas à l'envers du tout, c'est vraiment très fluide. Tu aimes les plantes, tu aimes transmettre. Fais ta formation et transmets après. Et là, la naissance du podcast. Et après, tu verras où ça te mène. Fais ce qui te passionne et tu verras où ça te mène. Moi, ça me parle tellement parce que tu vois, on va juste après rentrer dans le détail et dans les détails de ton podcast. Récemment, il y avait une voix dans ma tête qui me disait tu parles de side project, mais moi j'ai toujours aimé écrire. Et dans cet amour de transmission, on m'a toujours dit, toi il faut que tu transmettes. Je dis c'est cool, mais je transmets quoi, quand, à qui? Moi je n'ai pas d'expertise. Et c'est un de mes amis qui, il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans, m'a dit, toi faut que tu écrives. Parce que quand tu écris, en fait tu nous donnes le smile. Je dis, ah bon? On me dit, ouais, parce qu'en fait, quand tu nous racontes ta vie, la moindre anecdote, tu la transformes en histoire. Et il n'y a pas longtemps, et j'avoue que j'en ai pas encore parlé sur le podcast, donc je crois que c'est, sans rentrer dans les détails, parce que je veux garder mon petit suspense pour les prochaines annonces, mais en tout cas, j'avais envie de le partager avec toi. Il y a une voix qui est venue il n'y a pas très longtemps et qui me disait, tu dois écrire. Et du coup, je suis repartie sur un projet d'écriture, mais que je vais transformer en podcast. Donc, ça va être de la narration, ce qui est très nouveau pour moi. Et voilà. Et je vais raconter plein de petites anecdotes avec mes petites acolytes, parce que moi, on est plusieurs dans ma tête, je pense. J'ai plusieurs acolytes. Avec des prénoms et des surnoms fort sympathiques. Et pendant des années, j'ai pas osé, parce que je me suis dit, attends, la honte de prendre des voix différentes, je suis pas comédienne, je suis pas humoriste, franchement, je vais juste me taper l'archouma devant tout le monde, là. Et il y a pas longtemps, tu vois, je forme pas mal d'entrepreneurs au podcast, et on a fait des immersions, et en fait, moi, mes clients sont mes potes. C'est-à-dire qu'on parlait de bonne bouffe. Moi, j'ai pas envie de... Je déteste en formation le up and down. Tu m'écoutes parce que je suis formatrice. Non. Je te délivre ce que je connais et après, c'est de l'échange. Et moi, j'adore faire le pitre. J'adore rire, j'adore faire rire. Et cette voix me disait, vas-y. Tu vois, tu parlais d'ikigai, le centre, mon cercle. Moi, j'ai une passion pour les cercles. Et le cercle du milieu, c'était reprends l'écriture. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai commencé à réécrire et quand j'ai commencé en plus à l'époque à découvrir ton podcast avec ta voix, ton expertise et ce côté narratif, je me suis dit, attends, c'est qui cette nana? Et en fait, c'est une copine qui m'a fait, qui d'ailleurs grâce à elle, qui m'a taguée, je ne sais plus sur quel réseau, et qui m'a dit, tu devrais l'écouter.
Et en fait, elle connaissait mon attirance pour tout ce qui est alternatif, les plantes. Moi, je suis une passionnée de permaculture. Et elle m'a dit, tu devrais l'écouter. Je t'ai écouté. Et en fait, chaque semaine maintenant, j'écoute tes épisodes. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que je rentre en contact avec Sonia. Et donc voilà. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie, bien évidemment, qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que pour moi, ton podcast, c'est le début de quelque chose. Et justement, tu parlais de transmission bien avant que j'aborde le sujet, mais c'est écrit en gros de mon côté, parce que quand sur ta feuille de route. Parce que quand je t'ai entendu la première fois, je me suis dit, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, je connaissais pas ton parcours, mais le mot qui me revenait pour toi, c'était transmission. Et t'en as parlé avant, et dès que, tu vois, j'en ai un chair de poule encore, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, je fais « Yes !» Yes, je l'avais senti. Et donc, c'est trop cool. Mais et donc, voilà, on va justement aborder ton podcast. Quand tu as lancé Sorcière en herbe, déjà, pourquoi Sorcière en herbe et pourquoi tu as lancé un podcast? Alors, le pourquoi, tu l'as un petit peu abordé dans cette envie, en tout cas, de transmettre après avoir été formé. Est-ce que l'idée était très claire de ce type de podcast, ou est-ce que tu te dis, je sens qu'il faut que je le lance? Et puis, encore une fois, le chemin que ça prendra, je vais voir finalement. L'idée du podcast m'est venue il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais. Et encore plus pendant le confinement, parce que j'avais tout le temps d'écouter des podcasts et je me suis dit, j'ai un truc à faire avec ça. Mais j'avais pas le thème. En discutant autour de moi, on me disait, fais un podcast autour de ton livre, tu es légitime là-dessus. Parce que je cherchais une légitimité, bien sûr. Si je fais un podcast, alors moi, j'ai pas du tout imaginé un podcast sous forme d'interview. Tout de suite, j'ai imaginé transmission, donc tu as mis un mot dessus, la narration, mais j'ai même pas mis un mot, je voulais parler à quelqu'un. À une audience. Donc, c'était pas du tout l'interview. Spontanément, j'ai pas pensé à ça. Et le thème, c'était, il faut être légitime. Il faut parler d'une expertise. Laquelle? Bien sûr. Laquelle? Alors, autour de moi, on me disait, ton livre, les femmes de 50 ans. Ça y est, je l'ai dit. J'ai 50 ans passés. Bouchez-vous les oreilles. Il y avait plein de thèmes, mais aucun ne me ça motivait faisait pas vibrer, vraiment. Quoi. Voilà, j'avais pas les papillons. Je cherchais des titres. Alors, on me dit toujours, tu fais les choses à l'envers. Il faut jamais mettre un titre pour trouver le podcast. Il faut trouver le podcast et chercher le titre. Et moi, j'étais là déjà dans le marketing du titre, le truc, le jeu de mots. J'étais là, ouais. Et il y avait rien qui fonctionnait, et puis je me sentais pas plus légitime. Je voulais pas m'enfermer non plus dans mon livre, dans le cancer. Je dis bon, c'est une phase de ma vie, mais j'ai écrit un livre, j'ai pas envie de rester toute ma vie enfermée autour de ça. Il y a tellement d'autres choses. Je passe à autre chose, et voilà. Donc c'est venu beaucoup plus tard en fait, les plantes. C'est venu plus tard parce que je suis une feignante. J'avoue, je suis une feignante, et je me suis dit j'ai envie d'écrire. Mais en faisant un podcast, je donne rendez-vous à une audience et je crée du contenu au fur et à mesure, qui deviendra un livre. Autre scoop. Ding. Donc, il y aura un livre. Sous quelle forme, quand, je ne sais pas encore. C'était pour moi, comme j'adore écrire aussi, Laura, tu es un peu ma jumelle, hein. On n'a pas carrément. Complètement. Carrément. Depuis tout à l'heure, je t'écoute, je me dis bon, en fait, elle raconte ma vie, c'est très bien. J'adore écrire, et c'est dur d'écrire. J'allais dire un peu dans le vide, écrire pour soi, être régulier, avancer quand on n'a pas vraiment de deadline, ou alors on a une deadline avec un éditeur, mais avant que ça vienne, c'est un peu compliqué. Enfin, perso, qui suis un peu, je pars dans tous les sens, c'est difficile de me mettre à une table à heure fixe tous les jours et me dire je vais écrire 2 heures aujourd'hui sur un sujet. Pour qui? Là, je sais pour qui j'écris. J'ai une deadline, le contenu doit être prêt toutes les semaines, sauf exception. Et donc, voilà, c'est venu comme ça. Et comme j'avais très envie d'écrire sur les plantes, comment se soigner avec les plantes, et la narration est venue assez naturellement, parce que raconter une histoire autour des plantes médicinales,
pour moi, c'est la meilleure façon d'expliquer quelque chose et de la transmettre. Pour moi. Sans doute parce que quand en face de moi, on me raconte une histoire, je suis toute huître, pour reprendre. Ouais. Il fallait que je la fasse. Oui, nous avons parlé huître en off. Je suis vraiment comme une éponge quand on me raconte une histoire. Et le fait est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de storytelling, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans. L'histoire d'une marque ou raconter une histoire est quand même très importante pour accrocher l'attention d'une personne, pour accrocher l'attention d'un consommateur ou d'une consommatrice. Parce qu'on va, pour moi, quand on raconte, quand on conte, on rattache l'émotion à l'information. Et c'est ce qui fait une grande différence entre quelqu'un qui lit et quelqu'un qui vit son texte. Je pense. Sans doute. Je n'ai pas analysé. Et finalement, en fait, je me rends compte que j'ai toujours raconté quelque chose. En chantant, on raconte. En écrivant, on raconte une chronique. Quand j'ai eu un cancer, que j'ai voulu écrire là-dessus, j'ai raconté mon parcours. Et en fait, j'ai toujours raconté quelque chose, sans mettre un mot là-dessus. Et il m'est difficile d'écrire, par exemple, un article de fond si je ne raconte pas autour une histoire. Ouais, ça m'est impossible. Je sais aujourd'hui, je ne peux pas être rédactrice ou créatrice de contenu pour une marque qui veut que je fasse un article de fond purement scientifique. J'aurais du mal. Si j'embellis, il faut embellir. Enfin, pour moi, c'est embellir, mais c'est pas superflu. C'est pas un embellissement superflu. C'est pas mettre des couches juste pour faire joli. C'est bien emballer le contenu, mettre de l'émotion dedans, mettre des jolis mots. Alors, je dis pas que je suis une spécialiste du joli mot. Je suis pas en train non plus de m'envoyer des fleurs. Et certaines personnes peut-être n'aiment pas du tout mon podcast. Et on peut pas plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ouais. Donc, mais je pense avoir mon audience aujourd'hui. Le podcast a vraiment bien démarré. Et il y a il y a beaucoup de personnes qui aiment l'histoire et le fait que je raconte une histoire autour des plantes. Et c'est venu assez naturellement de parler de la magie des plantes, la vraie magie, parce que de tout temps, on a utilisé les plantes médicinales, mais aussi pour faire de la magie, de la sorcellerie, de situer les plantes dans le temps, donc dans l'histoire avec un grand H. Et plus j'avance et plus j'affine et plus je vois où je vais aller dans la suite de ce podcast. Quel est selon toi le rôle d'une conteuse moderne, d'une conteuse contemporaine? C'est d'utiliser les moyens technologiques pour quelque chose qui a toujours existé. Avant même l'écriture, on racontait. Et donc, c'est l'histoire de l'humain, finalement, qui a la parole, qui nous différencie de tous les autres êtres vivants sur Terre. Nous avons la parole, et on l'a toujours utilisée. Avant même de savoir écrire, avant même que l'écriture existe, on a raconté des choses, on a transmis. Et aujourd'hui, donc, si je suis une conteuse contemporaine, c'est que j'utilise les moyens contemporain qui est le podcast. Quand le blog et le blogging au début des années 2000 est apparu, je me suis jetée dessus. Je dis waouh, je vais écrire parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir me lire, quel que soit l'endroit. Il suffit juste de parler et de lire le français et le reste. Une des premières choses qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à recevoir les premières statistiques du podcast, c'est de voir que j'étais écoutée dans le monde entier. C'est assez étonnant. Alors ça a commencé par une dizaine de pays, aujourd'hui j'en suis à une trentaine de pays, et ça couvre la terre entière. Même en Indonésie, il y a quelqu'un qui m'a écouté, même en Australie, même en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Chili. C'est assez se dire, bon voilà, il suffit juste d'avoir
un device, un téléphone, et je peux être écoutée de n'importe où à partir du moment où on comprend le français. On n'a même plus besoin de le lire, juste de le comprendre. C'est peut-être plus simple pour certains qui ne sont pas natifs français. Du coup, la voix, aujourd'hui, ça représente quoi à tes yeux? Tout. Tout. Ma mère m'a toujours dit que j'ai commencé à chanter, enfin à fredonner, avant même de savoir parler. donc je retenais les airs des chansons, de la musique, et je fredonnais là-dessus. Alors, je mettais pas de mots, bien sûr, puisque je ne savais pas encore parler. La voix est tout pour moi, au final. Même si j'ai dû passer par l'écriture et la lecture, la voix est tout. Puisque j'ai été chanteuse très longtemps, je le suis encore, mais juste dans ma cuisine quand je prépare à manger. Et là, aujourd'hui, je réunis les deux. La voix et l'écriture dans le podcast. Et je trouve ça génial. Et je reprends mon image du puzzle de tout à l'heure. Tout finit par s'imbriquer à un moment ou à un autre, on ne sait pas trop comment. Mais ça finit par se faire. Et donc aujourd'hui, mon expérience vocale, le fait d'avoir chanté des années et des années, le fait d'avoir écrit des années et des années, aujourd'hui, c'est de l'écriture racontée où je réutilise de nouveau ma voix devant une audience qui n'est pas là à un concert pour écouter de la musique, qui est là derrière son smartphone pour écouter des histoires sur les plantes. Génial. Est-ce que le fait de savoir d'où tu viens, de connaître tes racines, et je fais notamment allusion à ton arrière-grand-mère et à cette lignée de femmes dont tu parles aussi dans ton podcast, en tout cas en introduction. Donc tout ça, est-ce que tu penses que ça explique en grande partie ton attirance pour les soins alternatifs, les plantes et une grande partie en fait finalement de ton parcours aujourd'hui? Alors, je peux situer un peu mes racines. Mes racines sont sur deux rives et au milieu coule la Méditerranée. Ouais, ils se regardent ces deux pays. D'abord, ces deux pays se regardent. Alors, je vais situer un petit peu aux personnes qui écoutent. Je suis née de l'autre côté de la Méditerranée. J'y ai fait toutes mes études avant de venir en France vivre par amour. Alors, c'était ni économique, ni une fuite, J'avais juste rencontré la personne qui allait devenir mon mari et le père de mon fils. Et donc, j'ai fait ma deuxième vie en France. Aujourd'hui, j'ai vécu plus longtemps en France que de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'estime avoir vraiment... mes racines se sont transplantées de l'autre côté. C'est pas mes racines sont là-bas et j'ai vécu ici, parce que d'abord, je suis arrivée assez tôt pour pouvoir y semer quelque chose qui allait pousser. Ouais, parce que j'ai toujours parlé français. Même en étant de l'autre côté de la Méditerranée, mes parents nous parlaient en français, donc j'ai toujours entendu les deux langues et j'ai toujours parlé les deux langues, donc ça forge quelque chose dans mon cerveau, dans ma culture. J'ai toujours lu en français à partir du moment où j'ai su lire. J'ai lu dans les deux langues. Donc pour moi, les racines sont des deux côtés et j'appelle cette mer ma mère Méditerranée, M-E-R-E. Parce que c'est vraiment ça. Je suis nourrie, j'ai toujours été nourrie des deux côtés, par les deux cultures. Bien sûr, ma lignée, elle est que d'un côté. Ma lignée, en parlant de l'ADN, mon héritage familial, il n'y a pas eu de mélange. Je suis une pure j'aime pas trop ces mots de pure, il n'y a pas de pureté, mais souvent on me pose la question, est-ce qu'un de mes deux parents est français ou en tout cas européen? Je dis non, pas du tout. Sortant un peu des clichés, mes parents sont tous les deux algériens. J'ai vécu en Algérie toute ma première partie de ma vie. Et t'étais sur quelle ville? Pardon? Tu étais sur quelle ville? J'étais nomade. Enfin, mes parents étaient nomades, okay. Donc j'ai continué mon nomadisme. Et je suis dans une famille nomade. Des mariages, il y a eu des mariages, des mélanges dans la famille et des personnes qui ont vécu dans plusieurs pays très différents, ne serait-ce que mes frères, par exemple, vivent dans des pays différents.
Et on a 3 nationalités différentes. Chacun a pris la nationalité du pays qu'il avait choisi pour vivre son autre vie, sa deuxième vie. Et donc, juste, je reviens à moi. Et je viens d'une lignée maternelle et féminine très particulière, très forte. Déjà, mon arrière-grand-mère a commencé par rompre ce qui était une fatalité pour la plupart des femmes et des filles. Elle a, par un geste de rébellion, elle a été dans la rupture. Elle était féministe sans le savoir, en fait, puisqu'elle a décidé de ne pas faire comme on fait, de faire autrement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça serait vraiment une histoire très très longue, passionnante, mais très longue. Ma grand-mère a fait encore mieux. Elle a, alors toutes les deux n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ma grand-mère, elle a fait encore mieux. Elle a, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans les années 40, sous la colonisation, donc assez pauvre. Et elle a, dès que sa fille aînée a été en mesure d'aller à l'école, elle l'a inscrite à l'école en cachette de son mari, pour découvrir que finalement son mari n'avait rien contre, et toutes les filles sont allées à l'école, avec un leitmotiv: faites des études, allez le plus loin possible, vous ne serez jamais, jamais dépendante d'un homme. Elle qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Donc mes tantes ont fait beaucoup d'études. Elles sont toutes multidiplômées, dans parfois des situations très complexes, familiales, de vie. Certaines se sont reconverties plusieurs fois. Donc voilà, quelque part, c'est inscrit dans mon ADN. C'est un héritage à la fois très fort, très inspirant, et parfois lourd aussi, parce que ça met la barre très haut. Quand, par exemple, une de mes tantes qui a fait plusieurs études différentes et qu'après avoir eu 3 enfants, elle a décidé de tout arrêter, son job, pour recommencer de zéro des études de médecine, pour devenir psychiatre, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée à être médecin généraliste, il a fallu en plus de faire toutes les spécialités, qu'elle ait élevé ses enfants seule. Ça met un peu la barre très haute. Ma mère, pareil, elle a repris ses études en ayant déjà 3 enfants pour devenir docteur en psychologie. Et pareil, donc elle avait un travail le jour, les cours la nuit et les enfants et la maison à gérer. Et ça calme, comme on dit, ça calme. C'est une chose qui a été à la fois dur à assumer et en même temps très inspirant, parce que dans les moments compliqués, je me dis, t'as que des excuses. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux. T'as eu des exemples autour de toi et de personnes proches. Comme dit un adage, je crois que d'ailleurs c'est un adage arabe, qui dit: quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen. Quand on ne veut pas faire quelque chose, on se trouve des excuses. Et c'est vraiment ça. Alors, il ne faut pas non plus s'autoflageller. Il y a des moments où on n'y arrive pas. Il faut aussi s'écouter et se dire: c'est pas le moment, j'y arrive pas. On verra ça plus tard, ou peut-être autre chose à un autre moment. Mais oui. Tout n'est pas qu'une question de volonté. Je suis pas en train de dire ça, parce que ça, c'est très lourd à entendre. Quand on n'est pas bien, on est au fond, et s'entendre dire: oui, c'est juste qui veut peut. Toute une question de volonté, il n'y a pas de déterminisme. Non, il y a des fois, c'est compliqué, les circonstances familiales, financières, de santé tout simplement, ou être en dépression, c'est pas une honte, c'est juste ne plus pouvoir faire face à sa journée, alors encore moins faire face à un projet. Quand le projet de se lever le matin est déjà grandiose, on n'est pas là pour échafauder des business plans pour son entreprise, hein, c'est clair. Il faut d'abord gérer les minutes pour que les heures prennent soin d'elles-mêmes, et ensuite on voit pour le reste. Et du coup, qu'est-ce que la transmission, qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? C'est difficile de répondre à cette question. Quand tu me poses cette question, c'est comme si tu me disais... marcher, ça représente quoi pour toi ? C'est tellement naturel chez moi que c'est un peu compliqué d'analyser ce que c'est que la transmission. Je pense que quand j'ai eu envie la première fois de chanter et de monter sur scène, alors on peut dire que c'est parce que j'aime les projecteurs, c'est une réalité narcissique, tout ce qu'on veut, je l'assume.
Oui, j'aime avoir la lumière sur moi, mais c'est surtout pour transmettre. Et ça a été tellement naturel et c'est venu tellement tôt chez moi que j'ai du mal à dire pourquoi je me suis un jour levée de 4 pattes sur 2 pattes pour marcher. C'est peut-être trivial comme exemple comme ça, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Non, mais en fait, la réponse pour moi, tu viens de la donner, c'est en fait, c'est naturel chez toi. Je vais faire le lien. Enfin, tu vois, il n'y a même pas besoin de chercher d'autres réponses. Ta réponse, elle est très, très simple. C'est naturel. Je fais le parallèle avec la danse. Moi, j'ai toujours eu... mon papa chante, mais j'ai toujours eu un énorme flip d'explorer ma voix. Et c'est mon défi de cette année. Et c'est le défi des prochains jours. Donc, je suis très, très contente. Mais pendant des années, moi, j'ai exploré mon corps parce que j'ai beaucoup dansé. Et quand quelqu'un un jour m'a dit « Mais en fait, pourquoi tu danses ?» Alors, c'était aussi pour être en bonne forme, en bonne santé, et puis parce que j'aime bien progresser, donc on travaille sa souplesse, etc. Mais je crois que ce qui m'a procuré le plus de plaisir, j'étais pas du tout la plus technique, parce que moi j'ai fait de la danse classique, beaucoup de danse classique, et après j'ai fait un peu de street dance. Je crois que ce qui m'animait le plus, c'était que dans la danse, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. C'est pas juste tu regardes une danseuse et puis tu regardes, enfin en tout cas moi je ne regarde pas les danseurs et les plus techniques ne m'intéressent pas. Moi le danseur qui va capter mon attention et qui va capter mon cœur, c'est celui qui va réussir à me transmettre quelque chose. Et du coup c'est pour ça que quand tu dis je sais pas, c'est naturel la transmission, moi quand je dansais j'ai jamais cherché à transmettre, j'avais juste envie d'exprimer ce que j'avais dans mon cœur et du coup voilà, c'est pour ça que c'est une question que j'avais très envie de te poser par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Quand c'est naturel, c'est que c'est naturel et que c'est pas une compétence, c'est que on a cette chance je sais pas si on peut parler de don, mais en tout cas tu le fais très certainement avec ton cœur et quand ça nous dépasse, je crois que c'est encore plus un beau cadeau. Je vais revenir un tout petit peu sur ton enfance. Tu disais donc que tu es arrivée en France à peu près à 21 ans, donc tu as vécu une petite partie de ta vie finalement en Algérie. Oui. Ouais. Est-ce que tu te souviens, enfant, à quoi tu passais ton temps libre ? Lire. Ah, génial. J'adorais danser, j'adorais chanter aussi. Je voulais être danseuse, mais ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Lire. À chaque fois qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu veux en cadeau ?» Un livre. J'avais très tôt une bibliothèque, mais qui était remplie de livres. Je suis passée des contes à la bibliothèque rose, à la bibliothèque verte, et ensuite aux livres de mes parents, parce qu'ils me fascinaient. La maison était remplie de livres, étant donné que mes parents étudiaient beaucoup. Mon père écrivait, était poète et écrivain. Ma mère sait beaucoup écrire, mais sans s'autoriser à se dire « je sais écrire », mais bon, c'est son histoire. Et la maison était remplie de livres. Alors, je vais raconter une petite histoire parce que cette histoire, je me la raconte à moi et elle me fascine encore aujourd'hui. Je devais avoir 4 ans, donc je ne savais pas encore lire. Et j'étais en face de cette bibliothèque qui me paraissait immense. Aujourd'hui, je pense que si je la vois, elle me paraît plus petite, mais du haut de mes 4 ans, c'était un musée. Des étages et des étages de livres. Et il y avait un livre en particulier qui m'attirait parce que il y avait sur la tranche toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des lignes. Et bien sûr, ça attirait mon regard. Et chaque ligne, en fait, c'était une phrase. Et j'avais hâte de savoir lire pour découvrir ce qu'il y avait sur ce livre-là en particulier. Mais vraiment, je me postais devant et je le regardais en attendant ce jour béni où j'allais enfin pouvoir le lire ce qu'il y avait au moins sur la couverture. Et puis j'ai oublié. Et puis un jour, bien sûr, des années après, je savais lire. Je le sors de la bibliothèque et là, une grosse déception. C'était un livre d'économie, je sais pas quoi, le truc, mais vraiment qui fait pas du tout rêver. Pas du tout sexy. Du tout ça pour ça.
Mais en même temps, c'était l'envie de déchiffrer un jour qui m'a donné envie de lire et lire et lire et lire et apprendre très vite à lire. Et cette histoire, elle me fait sourire encore à chaque fois que j'y pense. Je dis toutes ces années à le regarder pour découvrir que c'était juste un truc, mais c'est drôle. qui me donnait vraiment pas envie. J'avais rien compris. Ne serait-ce qu'au titre, je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'était ma carotte. Toutes ces années-là, c'était ma carotte. Il fallait que j'apprenne à lire pour découvrir ce qu'il y avait sur ce livre-là. C'est génial. Est-ce que tu te souviens, enfant en tout cas, donc tu me parlais plutôt de ton temps libre, est-ce que tu avais des rêves quand tu étais enfant? Est-ce que tu t'en souviens? Je sais pas. C'est une question à laquelle j'ai jamais su vraiment répondre parce que j'en ai eu plusieurs. Oui, d'être danseuse, puis un peu plus tard d'être chanteuse. J'ai même rêvé d'être physicienne, de faire de la physique nucléaire parce que j'ai adoré ça à un moment donné. Voilà, une touchette. Un vrai donc couteau, à chaque fois qu'il y a un domaine qui m'inspire ou qui me passionne, même si ça dure 6 mois, j'ai envie d'incarner cette passion et devenir cette personne ou ce métier qui incarne la passion. Après, bon. Donc plusieurs rêves, mais effectivement, ouais, c'est ça. En tout cas, des très fortes envies à ces moments T de ta vie. Est-ce que tu te souviens d'un voyage dans ta vie qui t'a marqué et qui t'a fait grandir d'une certaine façon? Alors plutôt qu'un voyage physique, je dirais un voyage littéraire. J'avais un livre que j'avais gagné à l'école parce que je sais pas, une année, je devais être la meilleure de la classe ou quelque chose comme ça. Et c'était un livre de contes d'Asie. Et donc, il était divisé en plusieurs, les principaux pays d'Asie, donc les contes de Chine, les contes du Japon et je ne sais plus quoi d'autre. Et j'ai découvert une autre façon de raconter. Bien sûr, comme beaucoup d'enfants, je connaissais tous les autres contes de Perrault et de la comtesse de Ségur, et assez classiques européens, donc une construction européenne. Ces contes-là, c'était un très beau livre en plus, illustré avec, vous savez, les aquarelles chinoises et les estampes japonaises. Il était magnifique. Et là, je voyageais. C'était tellement une autre façon de raconter des histoires. D'abord, c'était pas manichéen. Il n'y avait pas un méchant et le pas méchant et le sauveur. Tout le monde avait une part d'ombre. Tout le monde avait les descriptions détaillées avec d'autres mots que j'avais l'habitude de rencontrer dans les autres contes et les autres livres. Et là, j'ai voyagé. J'ai découvert la Chine à travers ces contes-là. J'ai découvert le Japon, l'Extrême-Orient en fait. Et c'est une culture tellement éloignée de la culture algérienne et même française que j'ai vraiment voyagé. Et d'ailleurs, j'ai continué ces voyages. Plus tard, plus grande, ado, j'ai découvert une autrice qui avait vécu toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte avant d'être mariée à un missionnaire et de changer de vie. Elle a vécu, parce que son père était missionnaire, elle a vécu en Chine. Et elle a écrit je ne sais combien de romans qui se passaient en Chine au début du siècle dernier. Et là, j'ai été très imprégnée de cette culture. J'ai complètement oublié tout ça. Et des années plus tard, à 30 ans, je redécouvre le bouddhisme et la sagesse extrême-orientale. Et là, je me dis, et des années plus tard, 10 ans plus tard, le feng shui, la médecine chinoise. Et donc, c'est un peu par tranche de 10 ans, je retombe là-dedans. Et ça a commencé par les contes, en fait. De simples contes qui m'ont fait voyager, énormément voyager. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de voyages physiques, mais ce voyage-là m'a sans doute bien plus marqué que les voyages physiques qui ont été marquants et très beaux et de belles découvertes, mais ça a été vraiment quelque chose de déterminant dans ma vie. Et tu es devenue aujourd'hui une conteuse. Oui. Non, c'est super joli. Il n'y a pas de hasard. C'est symbole, non? Et 10 ans plus tard. Après le feng shui, ouais. Et la médecine chinoise et tout ça. Donc, dans 10 ans, Sonia revient sur ce podcast. Bien avant, mais...
Il y aura sans doute d'autres technologies dans 10 ans qui seront un mélange de l'écriture. Avec le métaverse et tout, je pense que je serai là en face, en train de raconter mes histoires dans la pièce, tout en étant chez moi, en fait, ailleurs, peut-être. Je reviens sur scène, en fait. Rendez-vous dans 10 ans avec des nouvelles techniques. Je serais très curieuse de... Ouais, c'est vrai. Le rendez-vous est pris. En sorcière. Ouais. Je me vois déjà. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode et je finis toujours mes petits épisodes par un quiz hyper rapide. Sonia, est-ce que tu es prête? Ouf. J'espère. Allons-y. Ça ne demande très, très peu de réflexion. Sonia, tu choses du combien? C'est comme pour tout le reste, je suis entre deux eaux, entre le 38 et le 39. Quel type de chaussures utilises-tu au quotidien et dans ton métier? Alors, j'ai carrément écarté les high heels que j'ai portés très longtemps. J'adorais ça. Et maintenant, je suis plutôt dans des chaussures confortables. Alors, ça va de la basket, les sneakers. En ce moment, j'aime beaucoup mes nouveaux mocassins à talons très hauts, crantés, entre la version punk et le mocassin très classique. Génial. Est-ce que tu es plutôt minimaliste ou vestiaire à chaussures? J'ai été vestiaire à chaussures. J'ai toujours un placard à chaussures. Je n'arrive pas ni à les vendre ni à les donner. Donc j'ai c'est plus qu'un placard, c'est limite un musée à chaussures. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a même des chaussures de drag queen de 15 cm de haut. J'ai vraiment de tout dedans. Mais je me suis beaucoup, beaucoup calmée en 10 ans. Maintenant, j'achète une paire par année maximum. Et en général, pour remplacer une paire qui est défectueuse, que je jette. Est-ce que tu as plutôt un pas léger ou est-ce que tu fais trembler le plancher? Plutôt un pas léger. Déterminé, mais léger. Le matin, tu es plutôt d'humeur pied droit ou pied gauche? Très variable. Pas de matin pareil. Ouais, exactement. Ballerine ou chaussures de chantier? Chaussures de chantier. À tout prendre, à choisir, oui, je préfère un tout-terrain. Est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied? Oui. Et pour finir, comme la chronique s'appelle « Prends tes boots », si tu devais justement prendre tes boots, c'est pour aller soit découvrir une culture, un pays ou un livre, qu'est-ce que tu choisirais? J'ai très envie d'aller en Chine et au Japon. Entre les deux, mon cœur balance et il faut que je me décide, ou pourquoi pas les deux, hein, mais bon, peut-être pas en même temps quand même. Très, très envie d'aller dans ces deux pays-là. Et si justement tu devais prendre tes boots pour aller rencontrer quelqu'un, ça serait qui? Une personne que je connais forcément ou non? N'importe qui? Oprah Winfrey. Ça me vient spontanément. Je ne sais pas pourquoi, elle en particulier. Mais oui, elle est très inspirante. Ouais. Elle est un euphémisme que de dire qu'elle est inspirante. On arrive donc à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose que j'aurais pu soit oublier ou soit que tu as à cœur justement de nous transmettre? Je crois que je n'ai pas répondu à une de tes questions qui était sous une question. Il y avait une question, c'est pourquoi sorcière en herbe? Pourquoi sorcière? Parce que l'histoire des sorcières a été racontée par des hommes et que j'ai envie de réhabiliter ça. Alors, je suis pas historienne, je suis pas Mona Chollet qui a très bien écrit sur le sujet, mais j'estime être descendante d'une lignée de sorcières dans la bonne définition du terme, c'est-à-dire celle qui avait de la connaissance, un savoir et qui voulait guérir. Puisque j'ai un peu parlé de ma lignée féminine. Donc, je suis une sorcière et je l'assume dans ce sens-là. En herbe, que j'ai voulu, alors, ça s'entend pas, mais herbe, je l'écris avec un S qui est entre parenthèses. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a deux mots en un.
parce que j'ai choisi les herbes, les plantes, les simples comme dénominateur commun à tous mes podcasts, puisque je parle de l'histoire des plantes. Et donc, en herbe, parce que je m'adresse à des personnes qui ne connaissent pas. C'est un podcast de vulgarisation. Donc, c'est pour les sorcières en herbe, celles qui se découvrent sorcières ou qui veulent être sorcières. Et en même temps, avec un S, puisque je parle des simples. Très, très logique. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous et puis tout ce que tu nous as transmis. Moi, je suis encore plus ravie parce qu'on a beau avoir quelques années d'écart, il y a énormément de similitudes et il y en a encore plein d'autres que nous n'avons pas du tout partagé, donc c'est chouette. Merci en tout cas pour tout ça, et moi je vous encourage vraiment à aller écouter le podcast de Sonia, parce qu'on y découvre plein d'épices. Moi qui en connais un petit peu déjà, je réapprends leur histoire. J'apprends aussi à les associer différemment. Donc c'est super chouette, et puis voilà, puis tu as cette voix et cette envie, et on le ressent, et je vous encourage vraiment à aller écouter Sonia. Est-ce qu'on peut finir sur cette note-là? Ça te va? Oui, Laura, ma jumelle. Ça y est. Non, definitely, comme on dit en anglais. C'est assez incroyable. Alors je me dis, c'est toujours les mêmes qui s'attirent, il n'y a jamais de hasard. Et encore moins aujourd'hui. Le hasard n'existe pas, il est no way, quoi. Donc, oui, Laura, on a encore beaucoup de choses sous le pied à se raconter. Ouais. Merci à toi. Et puis, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Prends tes boots. Salut Sonia. Au revoir.